Ok, on est en février 1953. Et là, t'as les scientifiques du NACA, l'ancêtre de la NASA, qui pètent un plomb. Je sais pas ce qu'ils ont mangé le matin, tu vois, ça devait vraiment être de la bonne. Vraiment, je veux le fournisseur, s'il vous plaît. Ils demandent aux industriels de créer un avion expérimental pour explorer le vol supersonique et hypersonique aux limites de l'atmosphère. Voilà, déjà. Le truc, il devait aller à Mach 8. Mach 8. Un peu plus d'un an plus tard, en octobre 1954, il y a North American qui répondent et qui sont sélectionnés avec le X-15. North American, rapidement, c'est ceux derrière le P-51 Mustang. C'est pas les mêmes vitesses, mais c'est quand même stylé. Ils partent sur l'idée de l'avion-fusée, comme le Bell X-1 d'ailleurs, allez voir la vidéo. Mais tu vois, un Bell X-1 sous stéroïde, un truc mais de zinzin. Ils confient la création du moteur à Reaction Motors et ils pondent un moteur 30 tonnes de poussée. L'avion fait 15 tonnes, masse tout compris, 15 tonnes. Rapport poids-puissance de 2. Voilà. D'ailleurs, ce moteur était un propulseur tiré de la fusée Viking, à l'époque. Le premier X-15, il sort des usines en 1958. Les motoristes, c'est des motoristes, ils sont en retard. Dans la foulée, ils ont modifié 2 B-52 pour les transformer en plateforme de lancement. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le X-15, il était sous l'aile du B-52 et on le larguait. Comme vous voyez sur ces images-là. Le X-15, c'est pas considéré vraiment comme un avion, parce qu'il était pas capable de décoller par lui-même. C'est le cas par exemple du S-71, grand cœur sur lui. Il était capable en fait de décoller tout seul, et c'est pour ça que c'est considéré comme l'avion le plus rapide du monde, parce qu'il décollait par lui-même. Voilà. Pourquoi ils ont pris le B-52? Simplement pour son nom. Non, c'est faux pour ses caractéristiques, mais juste son nom dit bien ses caractéristiques. Stratofortress, Strato, ça va haut, 15 km d'altitude, il le larguait. Voilà, les avions en ligne aujourd'hui, ça va max 12 000 mètres. C'est pas mal, quand même, c'est pas mal. On est maintenant en 1959 et ils sont prêts à le tester. Enfin, presque tout le monde est prêt à le tester parce que les motoristes, de pureté, ils sont toujours en retard. Du coup, ils mettent sur le X-15 deux moteurs provisoires, deux XLR-11. En fait, c'est 4 tuyères, 8 tuyères sur l'avion. Voilà. Les premiers vols d'essai, comment ça se passe concrètement? En gros, ils le calent sous B-52. Le B-52 fait un vol avec le X-15 en dessous et ils le posent, voir si tout va bien. Ensuite, ils refont des vols, B-52, qui largue le X-15 cette fois-ci et qui va se poser en planant pour tester, voir si tout va bien niveau aéro. Ensuite, en septembre 1959, ils font les premiers tests avec les deux moteurs provisoires. Donc les 8 tuyères. Et enfin, en novembre 1960, un peu plus d'un an après, ils sont vraiment en retard, c'est terrible. Là, ils font son premier vol avec le moteur définitif qui a 30 tonnes de poussée, tout ça, la grosse tuyère. D'ailleurs, sur cette image-là, on peut voir les deux moteurs qui sont l'un à côté de l'autre. C'est quand même sympa de voir la différence de taille, c'est pas rien, ça devait pousser quand même bien plus avec l'autre. Ces moteurs, ils fonctionnaient avec un mélange de dioxygène et d'ammoniac. Comme du kérosène et du dioxygène, au final, ça crame, ça marche bien. Il y avait aussi un petit réservoir à l'avant d'hélium. C'est pas pour faire un dirigeable, mais pour mettre de la pression dans le réservoir, pour forcer le carburant à aller vers la tuyère, sans que ça pose de problème particulier. Et l'hélium, c'est bien pour ça, parce que comme c'est un gaz noble, ça crame pas. Et quand il fait 1200 degrés dehors, c'est quand même pas mal. On va en parler des 1200 degrés. Rapidement, sur la fin des tests, il y a forcément eu plein de couilles. L'avion était pas fiable, naturellement, vu que c'est un proto. Plus des contraintes ils avaient jamais vu ça ailleurs. Donc il y a eu plein de vols reportés, plein de vols annulés, plein de vols, tout ce que vous voulez. Il y a eu plein de problèmes. Mais au bout d'un moment, ça a payé et ils ont réussi à faire des trucs sympas. En parlant de trucs sympas, en 1950, ils ont réussi quand même à aller à Mach 3 à 30 km d'altitude. C'est le seul avion avec un autre avion avant qui l'a fait. Mais ça, j'en parlais dans une autre vidéo dédiée à cet avion-là. Pas mal aussi comme histoire. Et fin 1950, le X-15 est donné à la NASA, la toute jeune NASA qui vient d'être créée, pour faire des vols expérimentaux. Donc parlons de l'avion en lui-même. Il y a des choses à dire quand même. On a vu les moteurs là au début, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les moteurs. Déjà, à ces vitesses, la friction de l'air est tellement forte que ça fait chauffer la carlingue de fou. Du coup, il y a des parties de l'avion qui montaient à 1200 degrés. Du moins, il était prévu pour ça. 1200 degrés, aucun matériau ne résiste à ça, sauf un matériau qu'ils ont sélectionné pour l'avion. Ça, on va voir ça. Déjà, la structure en elle-même, c'est de l'acier inoxydable, donc ça fond à ces températures-là, ou du moins ça perd ses caractéristiques mécaniques. Et du coup, ils ont mis un revêtement d'Inconel X, c'est un alliage de nickel et de chrome qui résiste aux très fortes températures. Certains instruments étaient refroidis à l'azote liquide. On était à ce niveau-là de besoin, tellement c'était grave, tu vois. Il avait des ailes extrêmement fines, qui limitaient les ondes de choc autour des ailes. J'avais expliqué ça dans la vidéo sur le Bell X, allez la voir après si vous voulez. Et il avait une dérive triangulaire, assez unique d'ailleurs, qui faisait en sorte que l'onde de choc épouse la forme de la dérive, et donc permette un meilleur contrôle sur le lacet de l'avion. Le petit inconvénient de cette technique-là, c'est que derrière, en fait, il y avait une énorme zone plate, qui générait un énorme vide, et donc une grosse traînée. Mais bon,
On a 30 tonnes de poussée, je pense qu'on peut se le permettre. Il avait également, comme les engins spatiaux actuels, comme les capsules, comme les sondes spatiales, des RCS. Ça doit parler aux joueurs de KSP. En gros, il allait tellement haut, aux limites de l'atmosphère, que les gouvernes n'avaient aucun impact sur l'avion quand il essayait de les bouger. Du coup, ils utilisaient des petits moteurs à propergol liquide, qui l'orientaient en fait dans l'espace. Parce que si t'arrivais comme ça dans l'atmosphère, c'est la mort. Il y a eu un accident comme ça, je vous en parle. Et vous voyez aussi ces énormes réservoirs de carburant par rapport à l'avion, pour stocker tout ce carburant. Pour les vols plus osés avec plus d'objectifs, ils prenaient 2 bidons de carburant qu'ils mettaient sous les ailes. Et donc ça augmentait la quantité de carburant de 70%, ce qui allongeait énormément de vols. Enfin énormément, quelques dizaines de secondes, mais quand même. Parce que ce truc, ça consommait un truc de malade mental. 4,5 tonnes de carburant consommé à la minute, soit 75 kg par seconde. C'est la masse d'un humain de carburant consommé par l'avion par seconde. Énorme. Parlons des pilotes et de leur entraînement. Déjà, pour piloter, faut être sacrément con et il faut une précision de malade mental. Parce que quand tu fais ta montée, le moteur, il a le moindre souci. Un temps plus important de monter, une orientation qui est mauvaise, et bah quand tu vas te reposer, quand tu vas re-rentrer dans l'atmosphère, tu auras un décalage de plusieurs kilomètres. C'est pour ça qu'il fallait être extrêmement précis et très très près. Et donc, ils entraînaient les pilotes sur une sorte de simulateur. Les images sont incroyables. Un simulateur d'un faux avion finalement qui était propulsé certainement par de l'eau sous pression. Et donc comme un simulateur actuel, au final, t'avais l'orientation de l'avion, par contre t'avais pas l'écran naturellement, c'est quand même les années 60, faut pas abuser. Il s'amusait aussi, je sais pas si s'amuser c'est le bon mot, mais il s'amusait à prendre le F-104 Starfighter, avion super d'ailleurs, faut que je fasse une vidéo dessus, et ils imitaient les caractéristiques de vol du X-15 pour essayer de se poser avec. C'était pas évident, naturellement, mais quand même, c'était un bon entraînement. Hein. Et il y a aussi le poteau Neil Armstrong qui a volé sur la Lune en 69. Non, pas ce 69 là, non. Qui a volé sur les X-15. D'ailleurs, le film First Man, qui retrace un petit peu son histoire, en parle pas mal, et c'est assez intéressant. Quelques petites anecdotes et infos marrantes. Le X-15, je vous apprends rien, il allait extrêmement vite. Donc combo vitesse, chaleur, résistance, tout ça, il fallait un peu limiter tout ça. Du coup, ils ont fait des revêtements. En plus de Lincoln X. À un moment, il était repeint tout rose, parce que c'était un revêtement spécialisé dans l'absorption de la température. Voyant que ça posait quelques petits soucis, ils ont mis un revêtement par-dessus blanc. C'est pour ça qu'on a vu le X-15 voler tout blanc. Et ce revêtement-là a été source de quelques problèmes. En fait, il s'amusait à faire des records, et le problème c'est que à ces vitesses-là, les revêtements, ils prenaient tellement cher qu'ils se retiraient en fait de la carlingue et venaient faire des grumeaux, si vous voulez, sur le pare-brise. Et du coup, le mec à la fin, il voulait se poser, mais il voyait plus rien sur le pare-brise. Il se chiait dessus hyper fort. Du coup, ils ont trouvé une petite solution, c'est que sur le pare-brise gauche à l'avant, ils ont mis une sorte de petite protection, une petite plaque de protection qui s'éjectait à la fin du vol pour laisser le pilote profiter d'une bonne verrière pour pouvoir se poser dans de meilleures conditions. Pendant son vol supersonique, il montait avec un certain angle d'attaque. Là, sur l'image, c'est 20 degrés. Il n'y avait plus d'air au-dessus de la carlingue parce que le fuselage empêchait l'air de passer de l'autre côté. Ça faisait donc du vide. Et le problème, c'est que la dérive qui est derrière, du coup, était inutile vu qu'il y a du vide. Donc du coup, ils ont rajouté une dérive en dessous pour pouvoir avoir un contrôle sur le lacet en montée. Problème, la dérive en dessous, elle prend la place, donc pour se poser, c'est pas évident. Du coup, ils l'ont rendu largable. Là où vous voyez la petite rainure sur l'image ici, et ça larguait à cet endroit-là et il pouvait se poser tranquillement, en évitant donc le risque que le bas de la queue tape, naturellement. L'avion se posait sur des patins, pas des patins à glace, mais des patins quand même. C'était pas mal pour freiner vite, mais ça rendait l'atterrissage quand même assez sportif. Il y a eu quelques problèmes aussi à cause de ça, dont un accident qui a failli coûter la vie à quelqu'un. Ça, on en reparlera dans le sujet de l'accidentologie. L'avion pouvait faire des rebonds sur l'atmosphère. Alors, rebond, c'est pas en mode une balle rebondissante sur l'atmosphère, c'est qu'en fait, quand l'avion redescendait dans l'atmosphère, il retrouvait de la portance. Et donc, si tu gérais mal, l'avion remontait et repartait dans l'espace. Et du coup, tu faisais des rebonds comme ça. Tu pouvais carrément overshoot ta trajectoire à cause de ce genre de problème. Parlons des records, rapidement, parce qu'il y en a eu, et beaucoup. Il a volé au maximum à 7273 km/h. C'est délirant. Voilà. Avec aux commandes Pete Knight, le 3 octobre 1967. C'était avec le X-15 numéro 2. Et en fait, le vol a été si rapide que l'avion a été beaucoup trop abîmé. Et du coup, ils ont essayé de le retaper, mais il a plus jamais revolé finalement à cause de ça. Voilà. C'est une fin glorieuse et en même temps un peu triste pour ce prototype-là. Et la hauteur maximale atteinte, c'est 107 km. C'est au-dessus de la ligne de Kármán qui représente les limites de l'atmosphère. C'est-à-dire que le mec, c'était vraiment un astronaute. Le mec rentrait, on le considérait maintenant comme un astronaute. Des civils astronautes, presque malgré eux, je dirais, mais c'est quand même stylé. C'est Joe Walker qui a atteint ce record le 22 août 1963. Heureusement qu'il y a ces petits RCS autour de l'avion pour pouvoir se diriger. Parlons du coup maintenant des accidents, parce qu'il y en a eu. 3 prototypes en tout, beaucoup trop d'accidents.
Le 31 octobre 1959, il y a une panne moteur sur la première version du moteur, c'était pas la version définitive, plus un feu à moitié dans l'avion, bref, le mec se pose très vite, trop vite, et il casse l'avion en deux. Il le retape, il revole juste après, c'est quand même vachement stylé. Le 9 novembre 1962, le X-15 numéro 2, qui a battu d'ailleurs du coup le record de vitesse, se pose et casse un patin. Le fameux patin de tout à l'heure. Et le problème, c'est que quand tu casses un patin, là c'est la merde, du coup le X-15 s'est retourné. Comme vous voyez sur ces images, ça a l'air impressionnant. On peut se dire qu'il est mort, mais en fait non, il s'en sort assez miraculeusement. Par contre, point de chance, le 15 novembre 1967, Michael G. Adams s'élance avec son X-15. Et après une erreur dans les instruments liés à un problème électromagnétique, en gros, il utilise son moteur trop longtemps, 4 secondes trop longtemps, et du coup il se retrouve à aller trop haut, plus du coup ces instruments défectueux qui font que l'avion commence à dévier. Et en fait, il dévie tellement que quand il re-rentre dans l'atmosphère, il se prend un facteur de charge, mais de malade mental. L'avion, il se désintègre en vol, prenant la vie malheureusement de son pilote ce jour-là. Très triste comme histoire. Il y en aura en tout 3 de construits. Il fera son dernier vol le 24 octobre 1968. Et 2 X-15, donc le numéro 1 et le numéro 2, sont aujourd'hui exposés. Il y en a un au National Air and Space Museum de Washington, et au Musée national de l'air et de l'espace, près de Dayton dans l'Ohio. Je suis vraiment hyper content qu'il y ait des gens un jour dans leur vie qui aient pété un câble à ce point-là avec un peu d'argent et qui font des projets aussi débiles que ça, et je trouve ça génial. C'est tellement plus productif que de faire la guerre, honnêtement, et je trouve ça cool. Je sais, ça n'a pas grand-chose à voir la guerre, mais bon. Ça restait quand même important pour l'époque parce que ça a permis aux Américains d'en connaître un peu plus sur le vol à haute vitesse et donc d'optimiser leurs fusées. Donc ça a un peu servi dans la course à l'espace. J'ai beaucoup aimé faire des recherches, il y a des articles incroyables sur le sujet, je vous en mets un dans la description, où il y a plein d'infos, plein d'images super belles, dont celle que j'ai utilisée beaucoup dans cette vidéo. Donc vraiment, allez voir, c'est génial. Je me suis beaucoup inspiré aussi de Real Engineering, comme sur le Thunder Scratch, mon autre vidéo sur l'avion A-10 qui fait beaucoup de bruit. Même gars, allez voir sa chaîne. Voilà pour ça, moi je pense faire une vidéo tous les samedis à 19h30 à partir de maintenant, je pense que l'horaire est pas mal, et puis le week-end les gens ont rien à foutre, donc globalement c'est le moment pour regarder une vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, toujours commenter, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire vos petits retours, ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer. Et moi je vous retrouve la prochaine fois avec un truc encore plus con que ça, c'est dire, Parce que tu vois, les ingénieurs du X-15, ils ont pris de la bonne, tu vois, mais ils étaient pas à un quart du niveau de défonçage des gens qui ont fait l'avion de la prochaine vidéo. Vous êtes pas prêts, c'est vraiment trop con, vraiment. Voilà, à plus tout le monde.